Autour de la table, c'est un rendez-vous mensuel, une table ronde qui permet aux experts ou pas de s'exprimer sur des sujets quotidiens, mais toujours autour de l'enfance, de la famille, de l'éducation, de l'instruction et toutes les problématiques ou les super moments qui en découlent. Bonjour à tous et merci infiniment d'être là ce soir avec nous. Enfin, ce soir pour moi puisque je suis en Nouvelle-Calédonie, mais en journée pour vous. Donc, c'est le tout premier autour de la table. Donc, je me présente, je m'appelle Karine Morel. Comme je vous l'ai dit, j'habite en Nouvelle-Calédonie. Je suis préceptrice, coach spécialisée pour les hauts potentiels intellectuels. Et c'est le premier sujet de cette émission qui va être donc autour de la table. Autour de la table avec moi aujourd'hui, il y a donc Bethany sur G, c'est comme ça qu'on prononce? C'est comme ça. Bonjour Karine. Bonjour. Donc, tu es en France, tu es coach certifié en neurosciences motivationnelles, spécialiste de la communication relationnelle. Et tu as créé Have a Nice Day en janvier de cette année. C'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Avec nous aussi aujourd'hui, Elena Pougin, c'est comme ça qu'on prononce? Pougin. Ok. Ah, France. Tu es en France. Donc, tu étais ingénieur, chef de projet avant de te reconvertir dans le coaching. Tu es spécialisé en neurosciences. Tu donnes des cours particuliers à des élèves qu'on appelle neuroatypiques. Et Elena, donc tu m'as dit que tu avais 2 maladies rares et que tu viens de passer le test pour voir au niveau de la triade. Tu nous expliqueras un peu plus en détail tout ça tout à l'heure. Voilà, Elena, bonjour, bienvenue. Merci pour l'invitation. Et enfin, depuis l'Espagne avec nous aussi, nous avons un passionné de l'apprentissage, alors surtout lié aux langues étrangères. Il a suivi une formation universitaire en langue et littérature étrangère, ainsi qu'une formation en traduction audiovisuelle. Il est enseignant en anglais pour les adultes, professeur de langue à Neurolanguage Coach. Alors, je ne prononce pas très bien l'anglais parce que l'anglais et moi, pas très, très bien, très merci. amis. Il est italien, il parle très très bien notre langue et il enseigne à des enfants et des adultes en anglais, italien et espagnol. Vous pouvez le retrouver sur internet sur, alors c'est pareil, PA Language Coaching, c'est bien ça. Avec nous aujourd'hui, le seul homme du groupe, Andrea. Bonjour Andrea. Merci Karine, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, alors Andrea habite en Espagne, mais il est italien, c'est pour ça que vous entendez son petit accent. Et il parle très bien français, donc on va passer un bon moment. Voilà, une très belle table aujourd'hui pour cette première émission autour de la table. C'est un grand plaisir pour moi et je vous remercie d'être là. Donc aujourd'hui nous allons... Pardon, excuse-moi. Aujourd'hui, nous allons définir ce qu'est un haut potentiel intellectuel ou un surefficient. Elena nous parlera ensuite de son expérience au niveau de la passation du test. Andrea développera ses techniques d'apprentissage et Bethany nous parlera des surefficients au niveau du travail. Et je pense qu'il sera temps de conclure. Nous passerons donc un joli moment ensemble. Et nous allons parler des hauts potentiels intellectuels, qu'on dit aussi HPI ou surefficients. Il y a plusieurs noms qu'on peut leur donner. Leur QI est donc supérieur à 130. Ils fascinent ou ils font peur. Et surtout, ils font partie de notre quotidien. Est-ce une faiblesse ou une force? Comment fonctionne-t-il? Nous allons voir tout ça avec nos invités. Alors, qui peut nous expliquer et nous définir ce qu'est un haut potentiel intellectuel? Bethany, tu te lances peut-être? Alors, un haut potentiel intellectuel, c'est une personne qui a un fonctionnement cérébral différent, qui a son propre mode de fonctionnement, qui a, comme tu viens de le dire, moi je diviserais ça en 2 parties. Je diviserais la partie effectivement QI de QE
Et comme tu l'as dit tout à l'heure, avec à minima un coefficient intellectuel de 130, mais pouvant aller à bien plus que ça. Et la partie donc plutôt QE émotionnelle. Et toute l'ambiguïté ou la difficulté, c'est d'équilibrer en fait ces deux pôles de la personnalité en fait du haut potentiel. Donc c'est quelqu'un qui est très bienveillant. Après, il y a beaucoup à en dire, qui a des caractéristiques, alors j'ai envie de dire différentes des personnes qui ne sont pas HP et qu'on appelle donc normaux pensants. Mais il n'y a rien que les autres personnes ne font pas. C'est juste qu'en fait, c'est l'intensité en fait de toutes ces choses qui font la haute potentialité de ces personnes-là. Voilà. Très bien, c'est vrai. Tout est dans les extrêmes. C'est ça. C'est un fonctionnement explosif. Et ça peut être très explosif pour l'avoir vécu, c'est le cas. Après, il y a beaucoup à en dire. Si tu veux, je peux développer, ou si tu veux une définition plus générale, c'est comme tu... Mais bon, voilà. C'est toi qui sais. Alors, c'est quelqu'un qui va avoir c'est quelqu'un qu'on appelle cerveau droit, c'est-à-dire que il y a le cerveau droit qui est plutôt celui de la créativité, de l'intuition, etc. Et puis le cerveau gauche qui, lui, est plutôt le raisonnement, la logique. Et c'est en fait d'essayer d'équilibrer tout ça. Donc, c'est quelqu'un de très intuitif, c'est quelqu'un de très observateur, quelqu'un qui se questionne énormément le jour comme la nuit, qui est très dans l'émotionnel. Et je crois qu'il est important de dire aussi que c'est quelqu'un qui a cette fameuse pensée en arborescence. C'est important de le dire, tu as raison. Ouais, voilà, qu'une pensée en entraîne une autre, une autre, une autre, une autre, et que ça part un peu comme ça, comme des ramifications en fait de pensée. Donc c'est hyper intéressant, c'est assez épuisant, mais voilà. C'est quelqu'un très dans la créativité, pardon. C'est quelqu'un qui est tout le temps aussi dans l'analyse, mais une analyse assez systémique en fait. Après, c'est quelqu'un qui va vraiment creuser aussi en profondeur les sujets qui l'intéressent. C'est quelqu'un aussi qui a une très grande intégrité morale, qui a des valeurs. Alors, j'ai quand même envie de dire que chaque HP, qu'on peut appeler aussi surdoué, zèbre, multipotentiel, etc., en neurosciences surefficient. Oui, voilà, surefficient. Il y a beaucoup de nominations autour de tout ça. Ouais, voilà, et qui, comme tout à chacun, a des valeurs, mais qui a des valeurs très fortes, comme je pense notamment à la justice. Et que quand il est dans des situations d'injustice, c'est là où ça devient explosif. C'est quelqu'un de très... Alors, à la fois, il y a une dichotomie, en fait. C'est quelqu'un de très mature. Et en même temps, il y a ce côté émotionnel qui, lui, est resté au stade d'enfant intérieur. Et il y a un décalage au sein de sa propre individuation, en fait, par rapport à ça. Peut-être ce qui génère quelques difficultés avec les autres personnes. Voilà. Voilà pour ma définition du HP. Et Léna, tu veux rajouter un peu des choses? Ouais, moi, c'est par rapport au terme, en fait. Enfin, c'est vraiment mon cas personnel, hein. Quand j'ai commencé à me reconnaître là-dedans, c'était en 2015, donc ça fait 6 ans maintenant. Et j'avais vu une neuropsy qui m'a dit, c'est clair et net, vous avez un profil cognitif atypique. Après, d'où provient ce profil cognitif atypique? Il faut passer des tests. Et moi, je sais que je me disais, mais non, c'est pas possible, je suis trop bête pour être intelligente. Alors oui, je vois des fois qu'il y a des comportements qui sont pas normaux. Par exemple, je suis beaucoup plus concentrée si j'écoute une vidéo en vitesse x2, x3. Mais d'un côté, j'ai aussi beaucoup de choses qui me freinent. Donc, j'aime pas cette idée de haut potentiel, de surefficience. C'est ça. Parce que je trouve la problématique de dire, par exemple, surdoué fait que ça donne une image. Je ne pas dedans. Alors après, à voir ce que disent les tests, hein, mais en tout cas, tous les thérapeutes que j'ai vus pensent que je le suis.
j'ai passé le test, effectivement, je me suis sentie dans certains subtests où je suis sûre d'avoir réussi à avoir la note maximale dans certains subtests. Alors, il y en a d'autres où je me dis, oula, quoi. Là, j'attends vraiment. Après, tu es peut-être hétérogène. Est-ce que tu l'as reçu le test ou pas encore? Non, alors c'est dans 15 jours, là, le 8 octobre, que je reçois mes résultats. D'accord. J'ai passé mes tests en juin, du coup. Donc voilà, longue attente, Ok. difficile et stressante. Est-ce que ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et pourquoi tu es allé voir enfin, tu nous dis que les médecins ou les psychologues t'ont expliqué que tu pouvais l'être avant de passer les tests. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a fait que tu allais voir au départ les psychologues? Ouais, alors en fait, c'est une amie qui, elle, est diagnostiquée, qui m'en a parlé pour la première fois. Enfin voilà, on discutait et puis à un moment, elle me dit mais tu serais pas surdouée, toi? Donc c'est vrai que voilà, j'ai toujours eu des bonnes notes en niveau scolaire, mais ça a toujours été énormément de travail. Je sortais pas, j'étais toujours le nez dans mes classeurs, j'y passais des heures. Si je comprenais pas tout, pour moi, je ne comprenais rien. Et donc quand elle m'a dit ça, j'ai passé 10 minutes à parler, un logoré verbal, à lui dire, à lui démontrer que non, c'était pas possible. Et puis, je suis allée voir un psychiatre qui m'a dit au bout de 5 minutes que j'étais hyperactive. Hyperactive, moi, ah bon, vous êtes sûr? Donc, bon, pareil, phase de déni un petit peu. J'appelle deux de mes meilleurs amis, mais vous me trouvez hyperactive? Et ils me disent que c'est encore pire que ça. Et là, je me dis, mince, bon, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et là, je commence à mettre hyperactivité, hypersensibilité, et je tombe sur quoi? Sur le HPI. Et là, je me dis, bon, il va peut-être falloir commencer à aller voir quelqu'un. Et c'est Creuser. là où je suis allée voir la neuropsychologue, justement, la première fois, et où elle m'a dit, il faut passer des tests, et je ne l'ai jamais revu. J'ai tout mis sous le tapis pendant 5 ans, jusqu'à passer ma certification de coaching. Et le sujet qui m'est venu, au fait, c'était l'épuisement chez les profils neuroatypiques. Donc voilà, j'étais pas vraiment que dans le HPI, j'englobais vraiment ça au sens large. Et D'accord. là, par contre, je me suis reconnue aussi dans le profil, plus dans le profil de la femme autiste Asperger avec haut potentiel intellectuel, où là, j'avais enfin une explication en fait sur cette partie accélérateur et sur cette partie frein. Si je devais résumer comment je me sens, en gros, c'est un moteur de Ferrari dans un corps de 2 chevaux. Il y a plein d'idées, ça fusionne partout, voilà, le côté très créatif, arborescence. Et puis, moi, j'ai un problème, au fait, au niveau de la réalisation. Je me sens freinée pour exprimer les idées, pour exprimer ce que je ressens dans ma tête. Je me sens freinée aussi physiquement de tout ce que ma tête aurait envie de mettre en place. Donc voilà, c'est vraiment cette ambivalence où je me suis retrouvée dedans. Et là, je me suis dit, il faut que je sache. Maintenant, voilà, on va pas se voiler la face, on va passer les tests. Est-ce que Bethany ou Andrea, vous êtes au potentiel intellectuel? Est-ce que vous avez fait les tests? Est-ce que vous avez le même ressenti que Elena? Ou est-ce que non, pas spécialement, simplement vous travaillez avec des hauts potentiels parce que voilà, parce ils font partie du monde dans lequel on vit et qu'on en rencontre tous. Comment ça se passe pour vous deux? Andrea, peut-être? D'accord. Donc, quand quand j'écoutais la description des hauts potentiels de Bethany et aussi quand j'écoutais l'expérience d'Elena, je dois dire que il y a des choses dans lesquelles je me reconnais. Il y a des choses qui peut-être ou des traits que peut-être j'ai aussi, mais si je n'ai jamais fait aucun test, donc je ne sais pas vraiment si je pourrais être un autre potentiel, peut-être non, non, aucune idée vraiment. Mais mon expérience avec les HPI a arrivé
pour mon travail. Donc, j'ai commencé à travailler avec NHPI et ça m'a amené je n'étais pas un expert dans ces milieux. Oui, j'ai travaillé pendant beaucoup de temps avec des enfants, adolescents, adultes, mais je ne sais vraiment si quelqu'un d'eux pouvait être un HPI. Et donc, quand j'ai eu mon premier élève HPI, j'ai commencé à faire un petit peu des recherches pour voir comment je pouvais travailler avec lui. Et ça a été le commencement pour toi. Moi. Ok, mais est-ce que tu te reconnais en ça ou juste tu te dis non, c'est pour le travail, j'en rencontre dans le travail, mais moi, jusque-là, je ne m'étais pas intéressée du tout à la chose et parce que je ne m'y reconnais pas dedans. Donc, je dois dire que ça a été c'était plus que simplement une découverte. Plus que simplement un autre élève, parce que en cherchant de savoir plus sur les HPI et aussi en cherchant de connaître plus mon élève, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé aussi à me connaître mieux. Et je crois qu'il y a, d'une certaine façon, ça peut-être m'a poussé à réaliser la formation que j'ai commencé récemment en neurolinguistique, neurosciences appliquées à la langue. Et donc, je crois que travailler avec lui m'a poussé à faire des choses pour me connaître mieux aussi. D'accord. Même à ce point, mais maintenant, je ne sais vraiment si je ne fais aucun test. J'ai des caractéristiques que peut-être où je me reconnais, mais peut-être ce sont des caractéristiques qui sont communes à des personnes qui ne sont pas HPI et ils partagent des caractéristiques avec les HPI peut-être. C'est ça. Ok. Et toi, Bethany? Alors moi, j'ai découvert ça par des lectures en fait, parce que j'ai découvert ça à plus de 50 ans. Parce que bien entendu, pas une seconde avant ça dans ma vie, je m'étais dit que potentiellement, parce que je ne savais même pas ce que c'était en fait. Mais en lisant, oui, et je me dis, on se reconnaît en fait dans le portrait. Et on se dit quand même, c'est tellement moi quand je lis ça que c'est bizarre. Puis on se dit, mais non, c'est pas possible. Un peu comme Elena, c'est dire, non, j'ai du bon sens paysan, d'accord, mais voilà quoi. Et puis ça trotte dans la tête. C'est exactement ça. Mais on a tous l'image du surdoué. On pense à Einstein. On se dit non, mais c'est pas possible, ça n'a rien à voir avec moi. Et effectivement, ça n'a rien à voir. Mais au début, on ne sait pas. Donc, on est obligé de se documenter. Et puis, il y a beaucoup d'hésitation et de pudeur, en fait, par rapport à ça. Et puis après, on fait le pas. Alors, pour moi, le test c'est un indice supplémentaire, mais n'est pas forcément révélateur parce que, comme le disent les psychologues, vous pouvez être stressé ce jour-là et revenir comme un sous-doué avec des résultats d'un sous-doué alors que ça n'est pas le cas. Donc, ou pas avoir envie aussi de le faire parce qu'il y a certains enfants. Moi, je vois mon fils qui est allé, il a été obligé de le passer 2 fois parce qu'il n'était pas reconnu, si tu veux, à l'école.
Et donc, la première fois, il est sorti, donc, effectivement, HPI. Et l'école, ne voulant pas le prendre en considération, lui ont fait passer avec une psychologue scolaire. Et là, il était à moins de 88. Donc là, tu dis, ouh, c'est quoi l'histoire? Ouais. Mais comme, si tu veux, ils lui ont fait passer trop près. On dit qu'il faut 2 ans pour le repasser. Et là, ils ont pas attendu 10 mois. Donc lui, il savait ce qu'il attendait. Et bon, pour l'avoir passé, et tu l'as passé aussi, Bethany? Non, alors du coup, Non, tu l'as non, pas passé? non, non, ça me trotte dans la tête. Je sais qu'un jour, je le ferai, mais pour moi, c'était pas ça l'essentiel. En fait, pour moi, c'est l'avis du psychologue qui est spécialisé en douance, pas n'importe quel D'accord. psychologue. Et en bonne HP, évidemment, j'en ai vu 2, donc j'espère que si la première voit cette vidéo, elle m'en voudra pas parce que c'était pas du tout un manque de confiance en cette personne. C'est juste que contrôle, comprendre, être sûr, quoi, voilà, C'est etc. ça. Donc, C'est ça. Je pense que c'est soulageant. Enfin, ça, c'est mon expérience à moi. C'est soulageant d'avoir le résultat. certainement. C'est-à-dire que tu te reconnais, mais là, on te dit, effectivement. Et en plus, alors, Elena, tu n'as pas le résultat. Ben, tu nous parleras tout à l'heure de ta passation. Voilà, tu nous parleras tout à l'heure de ta passation. Mais les passations sont dures, en fait. Et quand tu le fais passer à un enfant qui, à l'époque, avait 5 ans et demi, et que tu fais passer en moins de 10 mois 2 tests, ben, il tapait sous la table, il demandait à aller jouer, il faisait autre chose. Et en plus, elle lui a pas fait passer le test en une journée comme ça doit se passer, elle lui a fait passer sur la semaine. Donc, tout lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y est retourné. Donc déjà là, le test, il est plus valide. Et en plus de ça, tous les matins, tu lui remets une couche alors qu'il n'a pas envie de le passer. Ben voilà, il était, tu vois. Et, euh, et en fait... et en fait, c'est compliqué, quoi, quand même, cette passation de test. Mais je pense que ça soulage quand même, parce que ça confirme ce que les psychologues ont dit Ouais, c'est une précédemment. confirmation. C'est juste, C'est une si tu veux, une confirmation qui, pour moi, en tout cas, donne un éventail de choses. C'est-à-dire que ça va même donner des réponses à autre chose. Si tu as un TDAH, si tu as autre chose, on va te diriger, on va te faire passer autre chose en te disant, attention, je pense que là, parce que le test quand même de QI, il n'est pas spécifique au HP, vous me direz si je me trompe, il a été créé à la base pour les écoles, donc Oui. pour savoir à quel niveau les enfants se situaient. Et donc, ça n'a rien à voir avec les hauts potentiels intellectuels. C'est-à-dire qu'on te dit, va passer, va passer ton test. Voilà. C'est pour tout, le test. Mais c'est pour tout, en fait. Ça permet de déterminer d'autres problématiques. Donc, c'est bien aussi, je pense, de le passer quand on a des suspicions. Et ça reste mon avis à moi. Hein. Ça n'engage que moi. De le passer si on a des suspicions, même de haut potentiel intellectuel. Parce que si on ne l'est pas, on va avoir quand même des réponses, des directions. Le psychologue qui est spécialisé là-dedans va rediriger vers la problématique, en fait, va déterminer la problématique. Et peut-être que ça n'a rien à voir avec le haut potentiel intellectuel, mais ça donne des réponses. Alors, chacun voit, en fait, je crois que c'est une décision personnelle de savoir qu'est-ce que ça peut apporter de le faire ou de ne pas le faire. Parce que les réponses, comme tu disais, les orientations, etc., de toute façon, le psychologue le fait. Et ça rejoint ce que je disais en début de réunion, c'est qu'il y a la partie intellectuelle et la partie émotionnelle. Et le test, il va pas gérer ça. Donc, en fait, pour moi, ce n'est pas indispensable. Maintenant, si on a envie de le faire, et c'est vrai que personnellement, moi, je garde ça dans un coin de ma tête et je le ferai quand j'aurai décidé de faire ça. Exactement. Après, c'est vrai que c'est un soulagement. De toute façon, tu as tout à fait raison. Il faut y aller quand on a envie de le faire, parce que sinon, on va pas donner le meilleur de soi-même et peut-être on va masquer une problématique, sans parler du haut potentiel intellectuel, mais on va peut-être masquer une problématique au psychologue et ça va pas nous aider. Donc y aller à reculons ou pour faire plaisir à quelqu'un, il faut pas le faire. Il faut le faire pour soi et seulement pour soi. Ouais.
Et donc, comme d'ailleurs de décider d'aller voir un psychologue pour se faire détecter ou pas, voilà, c'est quand on le sent, tout commence par une conversation, de toute façon pour moi. Je suis d'accord. Et ensuite, je ne sais plus du coup ce que je voulais vous dire. L'illustration aussi de la pensée. Bah ouais, j'ai perdu le fil. C'est ça, c'est ça. Pardon, c'est moi qui t'ai coupé. Excuse-moi. Non, mais voilà. Donc, au niveau du QI, c'est vrai qu'après, il y a les pluri-intelligences qui ne sont pas nécessairement testées sur ce test-là, qui reste quand même un test basique et qui n'est pas, qui, comme tu le disais, va pas tester tous les hyper, que ce soit hyper émotif, hyper auditif, hyper sensoriel, tous les hyper, ils sont pas pris en compte dans ce test-là et c'est bien dommage parce que ça fait partie du haut potentiel et que ça pourrait aider drôlement. Parce que en fait, ce que veut vraiment, ce soulagement que l'on peut recevoir quand on a ce diagnostic, en fait, c'est personnellement, moi j'ai rembobiné toute ma vie, quoi. Et je me suis dit, mais alors, c'est pour ça que ça se passait comme ça à tel endroit, c'est pour ça que ça. Et ça continue encore aujourd'hui. Alors, j'y pense pas tous les jours, honnêtement, mais c'est vrai que de temps en temps, ça remonte à mon cerveau et je me dis, tiens, mais c'est vrai, il y a 3 jours, j'ai eu cette réaction. Ah, bah ouais, en fait, c'est très certainement lié à ça. Donc, en fait, on a des explications. Parce que c'est quand même un fonctionnement différent du normopensant et que ben, c'est ça qui fait les difficultés relationnelles. C'est d'ailleurs, à vrai dire, un peu pour ça que j'ai fait ce métier, moi aussi, de coach. Je fais ça depuis 2 ans. Parce que c'est comprendre l'autre, c'est être dans l'acceptation de la différence, c'est se comprendre soi pour comprendre l'autre et vice-versa. Et je trouve ça vraiment hyper important. C'est l'enrichissement du monde. Alors, c'est vrai que les psychologues disent, mais pour être heureux, les surdoués, il faut qu'ils vivent entre eux. Alors, ok, mais c'est vrai que quand on se rencontre, on respire un coup, quoi. Il n'y a pas besoin de se justifier, il n'y a pas besoin d'expliquer comment on fonctionne. Ça coule de source et c'est très, très apaisant, en fait. Ça fait du bien. Mais il faut quand même rappeler qu'il n'y en a que 2% dans la population mondiale. Et je parle des hauts potentiels et non pas que des hypersensibles, puisqu'on sait très bien que un haut potentiel est forcément hypersensible, un hypersensible n'est pas forcément haut potentiel. Okay, les hypersensibles représentent 15 à 20% de la population. D'accord? Donc, c'est ce mode de fonctionnement différent. Vivre que entouré de HP, c'est pas possible. À un moment donné, vous rencontrez... c'est pour ça que moi, je coach et les normopensants et les HP, HPI ou HPE, parce que je n'aime pas les cloisons. Et je trouve que c'est un peu comme si on disait, bon, les femmes ont obtenu le droit de vote. On aurait pu vivre entre femmes et les hommes entre hommes. Les gays ont obtenu le droit du mariage. Ils auraient pu rester dans leur coin et puis les autres dans leur coin et créer des cloisons. Là, le HP, il n'a pas encore un statut reconnu, mais OK, il est différent des autres. Et alors, donc, ça veut dire que si les femmes ne s'étaient pas battues pour le droit de vote, si les gays ne s'étaient pas battus pour le mariage, etc., on n'arriverait jamais à rien, on n'arriverait pas à vivre tous ensemble. Or, au début, tout paraît impossible et finalement, tout est possible. Finalement, tout est possible. Et qu'est-ce que c'est le dénominateur commun là-dedans? C'est l'état d'esprit, l'ouverture d'esprit, tout simplement. Donc, si on continue à rester entre nous, on restera entre nous, mais c'est pas possible. C'est ça, c'est pas possible. D'ailleurs, à ce sujet, comment réagissent, alors vous qui êtes coach, tous les trois d'ailleurs, comment réagissent, si vous savez me l'expliquer, famille, amis ou inconnus, quand on leur parle, justement, quand on leur dit qu'on est au potentiel intellectuel? Est-ce que vous avez vécu ça ou est-ce que vous, en tant que coach, quand quelqu'un est arrivé et vous a dit je suis intellectuel, au potentiel intellectuel, quel est votre ressenti, votre réaction, voilà. Qui se lance?
Je continue. Alors, alors, moi, oui, alors, je l'ai vécu parce qu'au début, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on le dit, en fait? C'est ça. Et à qui et pourquoi? Et en fait, pendant longtemps, je ne l'ai pas dit, moi. Et en devenant coach, je le dis plus facilement pour mon métier parce qu'il faut bien que je dise que je prends comme client aussi les hauts potentiels. Donc, petit à petit, on lâche par rapport à ça. Et puis, il n'y a pas de raison de le cacher non plus. Par contre, ça dépend. Par exemple, je pense au milieu de l'entreprise. Ils ne sont pas prêts, je crois, à entendre ça encore, même si ça commence un petit peu à venir. C'est aussi pour ça que tu trouves beaucoup d'auto-entrepreneurs ou de chefs d'entreprise qui le sont, parce qu'ils ne peuvent pas rester et qu'ils ne sont pas reconnus et qu'ils ne sont pas acceptés et ça pose cette problématique-là. Ou en fait, pas compris, pas utilisé non plus. Ils n'y pensent même pas, en fait. Ils n'y pensent même pas parce que ça va dépendre. Après, on peut rentrer dans le management, etc. Mais ils sont pas encore prêts à ça, vraiment. Donc, du coup, moi, quand j'ai commencé à le dire, parce qu'il fallait, des fois, on a besoin de le dire aussi à des personnes proches de son entourage parce que comme les fonctionnements sont différents, on ne se comprend pas. Alors après, quand on est dans le milieu du développement personnel, c'est beaucoup plus facile. Parce que moi, je sais maintenant comment fonctionnent les autres, etc. Donc, je m'adapte à tout ça et j'exprime aussi mes besoins à moi. Mais la réaction, en fait, des gens, c'est plutôt... Vous savez, quand vous dites à quelqu'un ça, il comprend que lui est con, en fait. C'est ça. Voilà, quand vous dites ça, vous dites, moi, je suis HP. D'abord, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, il faut expliquer aussi, comme nous, quand on a découvert. La personne comprend, si toi, tu es comme ça, moi, je suis con. Mais non, bien sûr que non. C'est pas ça le message, en fait. Et donc, il y a des réactions. Et souvent, j'entends, je ne sais pas pour Elena et Andrea et toi, Karine, j'entends souvent, alors attends, ouais, c'est quoi? Alors, j'explique un peu et on me dit, ah ouais, moi aussi. Ah ouais, moi aussi. OK, mais donc on est obligé d'expliquer que on n'est que 2% mais que l'intensité est tellement différente et que et en coaching, j'adapte tout simplement, comme je disais, chaque individu est unique et de toute façon, je pars d'une page blanche systématiquement. Mais c'est un grand plaisir, oui. C'est un grand plaisir tout court, le coaching avec qui que ce soit, mais c'est vrai que on se dit qu'on va aider encore peut-être doublement ces personnes-là, quoi. Exactement. Donc, Elena, si tu veux bien nous expliquer, toi, un petit peu tes maladies ou pas, et donc pourquoi tu as fait ce test pour les comorbidités fréquentes qui vont avec, et donc ta triade de tests là. Je veux bien que tu nous expliques. En fait, ouais, c'est ça, tout s'est imbriqué. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le sujet de mon mémoire, voilà, qui m'est venu assez naturellement, c'est l'épuisement des profils cognitifs atypiques. Et puis donc, je me suis intéressée à ce qu'on appelle, voilà, je préfère zèbre, mais caméléon avec la suradaptation. Je trouve que c'est encore plus adapté des fois. Tu préfères zèbre? J'ai un problème, moi, avec ce terme de zèbre. Je me sens pas du tout un équidé, mais bon, c'est pas grave. Si je dois choisir un animal, vraiment, je préfère caméléon pour cette suradaptation. C'est ça. C'est ça. Cette capacité, en fait, à toujours essayer d'avoir un retour extérieur pour réajuster le curseur et se fondre dans la masse. Moi, de mon expérience, voilà, ça a plutôt été le caméléon. Du caméléonnage. Oh, joli, caméléonnage. Je vais le noter, je vais le réutiliser, m'en servir. C'était très joli. Donc voilà, j'écris ce mémoire et parmi les personnes à profil cognitif atypique, donc il y avait beaucoup de troubles 10, aussi de TDA. Et puis, j'ai découvert l'autisme Asperger, que je connaissais absolument pas. Enfin, voilà, l'autisme, déjà, on a des préjugés là-dessus, c'est juste hallucinant quand on se renseigne un peu plus derrière, mais on se dit d'accord, ok, on a des préjugés comme ça. Et c'est à ma plus grande surprise que je me suis reconnue dans le portrait de la femme Asperger. Donc, chez les femmes, c'est hyper subtil, c'est carrément les mêmes caractéristiques que le haut potentiel, vraiment peu de choses près.
Et moi, j'avais déjà un diagnostic de fibromyalgie, mais je voyais bien, j'avais des allergies un peu bizarres aussi, alors que tous mes tests allergo revenaient négatifs. Moi, j'ai toujours eu plus ou moins des petits soucis de santé. On a toujours dit, enfin voilà, elle est toujours un peu de travers, elle se fait toujours mal quelque part. Et à ce moment-là, quand j'ai découvert l'autisme, j'ai fait des recherches dans le sens autisme plus douleur chronique. Et en fait, je suis tombée sur une maladie, le syndrome d'Ehlers-Danlos, où je me suis complètement reconnue. Ça a été vraiment une claque encore pire que l'autisme, je pense. Du coup, j'ai recontacté la rhumatologue qui m'avait diagnostiqué la fibromyalgie quelques années précédemment, en lui disant écoutez, je viens de tomber là-dessus, voilà, je sais plus quoi vous dire, voilà ce qui m'est arrivé aussi. J'ai quand même des cas de fibromyalgie sévère aussi dans ma famille, c'est bizarre, je suis pas la seule. Elle m'a dit, d'accord, je vous envoie à Paris. Là, le diagnostic tombe. Et donc, une première maladie, syndrome d'Ehlers-Danlos confirmée, plus une comorbidité très fréquente qui est aussi une autre maladie qui s'appelle le syndrome d'activation mastocytaire. Donc là, c'est plutôt tout un côté pseudo-allergique, si je peux appeler ça comme ça, donc des réactions médicaments, des réactions cutanées, des réactions digestives, alors qu'il n'y a aucune allergie avérée. C'est vraiment un autre système que le système allergique. Et sur mon diagnostic, étonnamment, je vois derrière les comorbidités fréquentes et dedans, je vois TSA, anxiété au potentiel intellectuel, hyperactivité. Et là, je me dis, waouh, au fait, tout s'explique, tout est imbriqué. Et vu que j'avais ce diagnostic au fait de syndrome d'Ehlers-Danlos, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose pour expliquer ma bizarrerie. Au fait, j'avais peur de passer les tests de QI et qu'ils ne me placent pas dans le spectre. Comme je vous dis, voilà, il y avait cette ambivalence en moi. Je me disais, je suis trop conne pour être intelligente. Mais vraiment, je le pensais réellement. Et voilà, je me dis, si j'échoue, alors qu'on n'échoue pas un test, au fait, c'est juste, ça place le curseur quelque part. Mais moi, ça aurait été un échec pour moi parce que j'aurais perdu mon explication à ma bizarrerie. Et donc, je me dis, c'est vraiment d'avoir ce diagnostic qui expliquait déjà des choses qui m'a permis d'aller plus loin. Et on parlait tout à l'heure du fait que le diagnostic, des fois, permet d'avoir une explication et d'être soulagé. Alors, pour avoir eu ce genre de diagnostic et avoir dû le faire confirmer dans des centres de compétences pour maladies rares, c'est un parcours assez spécifique. D'abord, on a un médecin spécialisé qui pose un diagnostic, après, on doit faire confirmer. Même avec des fois 2 confirmations, on arrive toujours à douter un petit peu. Donc voilà, moi je pense que quand je vais peut-être avoir les confirmations ou pas de la triade qu'on cherche chez moi, peut-être que je vais peut-être pas y croire tout de suite aussi. Donc chez nous, justement, trouble du spectre autistique, mais autisme de haut niveau, en tout cas sans déficience intellectuelle, au potentiel intellectuel. Et puis aussi trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Je suis plutôt dans l'hyperactivité. Voilà, il y a des fois sans hyperactivité. Je me reconnais pas trop dans la partie TDA, même s'il y a quelques petits traits, mais beaucoup plus dans la partie hyperactivité. Donc, ça serait vraiment à dominante hyperactive. Et puis, la neuropsychologue, au fait, quand j'ai passé les tests, a mis le doigt sur des choses que j'ignorais complètement. Donc, au fait, c'est pas le résultat du test qui est intéressant. Comme le disait Bethany, en fait, ça va être la connaissance de soi, comme tu le disais aussi, Karine. Ça apporte vraiment d'autres choses. Moi, la neuropsychologue, elle m'a dit, au fait, vous avez une mémoire de travail déficiente que vous compensez avec un haut fonctionnement intellectuel. Donc, j'avais déjà passé les tests. Je ne connais pas les résultats. Voilà, elle me place au fonctionnement. Personnellement, je m'attends à avoir un QI hétérogène. Sincèrement, elle me l'a laissé sous-entendre, voilà, écoutez, vous savez, je vais peut-être pas pouvoir vous donner le résultat. Le résultat. Et puis, voilà, il faut savoir aussi que, comme tu le dis, moi je l'ai passé sur un jour et demi. Enfin, il n'y avait pas que le WES4 qui mesure le QI, il y avait tout un tas aussi d'autres tests. Et c'est éprouvant. Enfin, je sais pas pour vous, moi, il y a aussi une fatigabilité cognitive qui est assez intense. Il y a un moment, j'étais en pleurs dans le couloir, j'avais envie de me barrer et de pas faire la suite. Il y a des moments, je l'ai envoyé bouler en disant mais ça sert à quoi tes questions parce que juste ça me fatiguait et à part avoir un résultat. Et en fait, si ça peut rassurer les gens qui le regardent, ce genre de choses permet aussi aux psychologues qui restent là avec toi et qui t'observent en fait, de confirmer ou d'infirmer certains résultats qu'il a
parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il y a juste Exactement. une manière de penser. Donc, si je peux aider les gens à ce niveau-là, s'ils veulent le passer pour les rassurer quand ils y sont, c'est que c'est la manière de penser qui est testée et pas la réponse donnée. Parce que des fois, on se dit, mais pourquoi j'ai dit 3? Mais je savais que c'était 5. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi j'ai mis un bleu là alors que... Parce qu'après, tu as des choses avec les couleurs, tu as des choses avec des... Mais pourquoi j'ai mis un bleu là? En fait, si j'y réfléchis, mais tu y réfléchis, mais là, il y avait le stress, il y avait le chronomètre, parce qu'ils ont le chronomètre, et donc, il y a tout un ensemble, la personne qui te regarde, et toi, tu te dis, est-ce que je vais bien faire, est-ce que je vais pas bien faire? C'est toute une pression que tu te mets tout seul, et c'est cette pression-là que justement le psychologue regarde et va apprécier et va dire, ok, ça correspond à la réponse qu'elle m'a donnée, c'est normal, etc. Donc, Ouais, et tout le monde passe ça aussi de la même manière. Moi, voilà, ça m'a énormément stressée. J'ai une amie qui a la même maladie que moi, syndrome d'Ehlers dans l'os aussi, et qui, elle, a passé les tests de QI, elle est même très au QI. Et elle m'a dit avant que je passe, oh, tu vas voir, c'est génial, tu vas t'éclater. Au fait, c'est génial, c'est trop ça. bien. Non, les jeux, Rassure-toi. après, ça dépend parce qu'il y en a pour qui ça va être les maths qui vont être trop bien, il y en a pour qui ça va être les jeux, il y en a pour qui vont les Alors moi, questions. j'ai deux études. Par contre, les séries à retenir de mémoire, bah, quand on n'a pas de C'est mémoire de ça? travail, là, ça a été compliqué. Elle m'a recollé un subtest parce qu'il faut savoir qu'ils ont aussi des petites minutes en plus derrière. Ah bah Elle oui, m'a eh ben recollé oui. Pour confirmer, il faut quoi. confirmer. Oui. Mais voilà. Andrea, toi, donc tu as un public d'enfants au potentiel. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler? Et donc, tu nous disais tout à l'heure que tu avais fait ta formation en fonction du premier que tu avais eu. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette formation? Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as pu apprendre que tu ne pensais pas découvrir ou dans cette formation ou ce genre de choses? D'accord. Comme je dis, l'expérience la plus vaste que j'ai eue avec les enfants vient des écoles de langue, surtout des écoles de langue ici en Espagne, mais aussi dans le Royaume-Uni. Et donc là, il y a généralement un programme à suivre avec des livres. Il faut faire des tests. C'est un type d'apprentissage qui est très directif. Très basique, très école. Oui, on peut dire qu'il évalue tous les enfants, tous les adolescents avec les mêmes méthodes. Et donc, il y a quelqu'un qui fait très bien et il y a des autres qui ne font pas aussi bien que... et j'ai noté, par exemple, que dans l'apprentissage de langue, ça a la conséquence pour beaucoup de gens de connecter l'apprentissage d'une langue avec une expérience négative. Et donc, c'est une expérience qu'on amène avec nous. Et quand on arrive peut-être quand on devient adulte, et peut-être on veut réessayer. Il y a toujours cette expérience qui nous empêche négative, peut-être... qui bloque. Qui bloque. Et donc, ce que je cherche de faire, on peut dire que je crois que tout de différentes façons avec différents résultats, mais nous sommes tous capables d'apprendre une langue.
Il faut simplement, de mon point de vue, trouver la façon qui marche pour nous. Et si... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Et peut-être si on n'est pas réussi dans le passé, ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'habilité de le faire, mais il y a beaucoup de facteurs qui peut-être nous ont empêchés de faire ça. Et donc, je suis allé très loin dans mon explication et j'ai perdu le fil de ta question. Voici un atypique avec une pensée arborescente. Alors, je te demandais... Merci. Je te demandais si ta formation avait apporté des choses auxquelles tu ne t'attendais pas et qu'est-ce qu'elle t'avait aidé afin de mieux comprendre les hauts potentiels. Voilà, résumé, c'était ce que je voulais dire. J'en ai peut-être dit un peu plus tout à l'heure, mais c'est ce que je voulais dire. Je m'en souviens maintenant, merci. Donc, ce que j'ai appris avec ma formation en coaching neurolinguistique, c'est de laisser, d'abandonner les styles directifs qui peut-être c'est un petit peu... et je ne voudrais pas dire que c'est typique de tout l'enseignement, mais on le trouve quelquefois dans l'enseignement pour différentes raisons. Et donc, ce que je fais avec mon premier élève HP, mais aussi avec la seconde que j'ai eue, c'est simplement de leur poser de différentes activités de différents types et de voir comment ils réagissaient. Donc, je voulais trouver la façon de travailler avec eux de façon que l'expérience de l'apprentissage soit pour eux une expérience positive, productive, oui, mais une expérience heureuse. Donc, je crois fermement qu'il faut connecter l'apprentissage avec les bonheurs. C'est une chose que, oui, on m'a dit pendant ma formation et personnellement, je crois en ça. Et donc, ça, c'est peut-être entre beaucoup de choses, c'est la façon que je peut-être résalterai plus de mon dernière formation. Chercher de connaître la personne qui est devant nous, ne pas la diriger avec une méthode ou en utilisant une méthode qui nous pensons que c'est correcte, mais laisser la décider. Connaître quelles sont les habiletés de cette personne et essayer de les évaluer. Ok. Oui, vas-y, dis-moi. En fait, j'aimerais rebondir sur une remarque et puis en même temps poser une question juste après à Andrea, c'est par rapport à l'apprentissage. Moi, donc, comme tu l'as dit dans la présentation, je donne des cours de maths, ça fait à peu près 12 ans. Voilà, j'ai commencé ça pendant mes études en parallèle et puis j'ai tellement adoré l'expérience que je continue toujours maintenant. J'ai le don d'attirer les profils atypiques et c'est bizarre parce que je le reconnais beaucoup plus chez l'autre que chez moi au niveau des traits. En fait, chez les autres, ça me saute aux yeux, chez moi, ça me saute pas du tout aux yeux. Et puis, j'ai remarqué que beaucoup d'élèves, au fait, en maths, c'est quand ils arrivent au lycée, il y a vraiment une fracture. Au collège, ils s'en sortent bien parce qu'ils ont justement, comme tu disais, Bethany, ce raisonnement assez intuitif qui fait qu'ils savent sans faire les calculs, au fait. Et ça va bien jusqu'à un certain point parce qu'ils arrivent un peu à tâtonner intuitivement, ils s'en sortent super bien. Par contre, au lycée, ils se retrouvent vraiment en difficulté pour fin de collège, début lycée, ils se retrouvent en difficulté au fait pour expliquer leur raisonnement.
En fait, ils vont trop vite, ils ont déjà la réponse, mais ils savent pas trop expliquer comment on arrive à cette réponse. Donc moi, c'est vraiment ce que je travaille avec eux. Ils partent déjà sur 10 sur 20 avant de démarrer parce qu'ils ont la réponse et pas l'explication. Voilà, si tu savais comme je l'ai vécu ça, et moi j'ai fait une terminale scientifique, si tu savais. Ça aide pas, non. Comment se flageller. Du coup, par rapport à Andrea et puis l'apprentissage des langues, en fait, le seul côté chez moi où vraiment j'ai vu que j'avais des facilités avec cette intuition, c'est dans les langues. J'ai une aisance avec les langues étrangères. Voilà, par exemple, je prends l'italien, hein, vu qu'on a un italien avec nous. Je n'ai jamais appris l'italien. Bon, j'ai fait de l'espagnol, j'ai fait du latin. En parlant français, forcément, ça aide un petit peu. Mais si je lis un texte en italien, je comprends tout. Si j'écoute quelqu'un parler italien, on va dire que j'en comprends la moitié. Par contre, je suis incapable de sortir un seul mot en italien. Et je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, cette facilité pour les langues. Là, vraiment, c'est vraiment un domaine dans les langues dans lequel je me sens facilitée. Donc, Andrea, je voulais savoir, est-ce que tu as remarqué chez les élèves, toi qui étais haut potentiel, justement cette facilité d'apprendre intuitivement une langue? D'accord, vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est il y a une intuitivité puissante, mais je crois qu'il te démontre ce type d'intuitivité dans les domaines qu'il aime. Et on peut me dire peut-être, mais ça c'est commun à tout le monde. C'est peut-être c'est vrai ça aussi, mais ce qui est remarqué avec en particulier les premiers HP que j'ai eu, c'est qu'il est capable des choses que je n'imagine pas, mais il faut qu'il décide dans quel domaine me montrer ce qu'il peut faire. Si je lui donne, par exemple, une activité qui ne l'intéresse pas, qui, pour quelque raison, il ne se sent pas de le faire, peut-être ma conclusion pouvait être que c'est trop difficile pour lui, qu'il n'arrive pas à faire ça. Et quand il a la chance juste pour qui c'est la correcte pour lui, pour montrer ses habiletés, qui t'étonnent parce qu'il sait des choses que je n'ai pas lui enseigné, par exemple. Et donc, ce que je vis, c'est un apprentissage très autonome. Je crois que mon premier élève, par exemple, il est très bon. Il s'apprend très bien pour soi-même. Et il apprend, mais il n'aime pas être dirigé, je crois. Ça, c'est un peu commun à tous les HP. Alors, ouais, du coup, quand j'entends diriger ce titre, je fais le lien avec entreprise. Et en fait, si j'enchaîne avec, par exemple, la hiérarchie, moi, je ne suis pas trop d'accord, en fait, que le HP, il n'aime pas être dirigé. En fait, je crois qu'il veut une direction intelligente. C'est-à-dire que si c'est un cadre, mais un cadre intelligent. Dans une entreprise, il faut de la hiérarchie. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide, qui signe, etc. Simplement, si c'est une hiérarchie style petit chef, le HP, il veut comprendre. Il ne comprend pas là. Ça n'a pas de sens pour lui, en fait. Par contre, si c'est une hiérarchie type leader, là, oui. Là, ça plaît. Parce que le HP, ça, parce que je rebondis sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que souvent, le HP a besoin de savoir le pourquoi. Et souvent, on lui répond avec un comment.
Et ça, c'est pas possible. Non, Et ça, c'est c'est pas pas possible. possible. Dans son propre travail, il y a le sens qu'il donne à son propre travail, mais ça va au-delà de ça. Il veut savoir où va l'entreprise, il veut savoir, il veut être inspiré, il veut être guidé. Au contraire, il prend les infos. Il n'y a pas de souci avec ça. En revanche, une hiérarchie qui n'a aucun sens, qui est juste un top-down, non, passons à autre chose, quoi. Voilà, donc ça c'est pas possible. Après, Je suis d'accord avec ça aussi. oui, oui, bien sûr. Au contraire, on va accorder on va regarder l'individu en fait. On va regarder ce que cette personne peut nous apporter. Est-ce qu'il nous comprend? Est-ce qu'on a des choses à se dire en fait? Dans quelle direction est-ce qu'on va? Et parfois, vous n'avez pas toutes les informations non plus dans l'entreprise. Je ne parle pas des choses confidentielles parce que ça c'est OK. Il y a des informations dont vous avez besoin aussi pour votre job et qu'on ne va pas forcément vous communiquer. Il y a des rétentions d'informations. Alors, ce n'est pas juste pour le principe, mais c'est de dire, mais moi, j'ai besoin de savoir où je vais en fait. J'ai besoin de savoir à quoi je sers. J'ai besoin de... Voilà, le travail routinier n'est pas fait pour les HP. C'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que tu oui. Est-ce que tu ressens ça avec les élèves que tu as, Andrea? Et même toi, Elena, hein, est-ce que c'est votre ressenti, ce besoin de comprendre pourquoi on le fait? Oui, merci Bethany pour préciser ça, parce qu'effectivement, je crois aussi qu'il faut, même s'il y a des choses qu'ils ne veulent pas faire, il faut les expliquer la raison pour laquelle on veut qu'ils fassent quelque chose. Et ça m'a donné quelques résultats positifs, en effet. Et donc, oui, c'est vrai ce que tu disais, Karine, quelquefois, quand on demande pourquoi je dois faire ça, on reprend avec les comment, pas avec on ne donne pas la raison vraiment. Donc, ce sont des bonnes observations. Et en fait, ce que tu disais, Andrea, sur les enfants, on le retrouve dans le monde des adultes. Quand, par exemple, l'enfant trouve une solution, mais pas forcément parce qu'il ne sait pas expliquer quelle méthode il a utilisée, on le retrouve aussi dans le monde des adultes, y compris en entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans une réunion, on lance un projet, un sujet, voilà, vous êtes plusieurs personnes, et le HP, il va monter les étages, pas dans l'ordre, hein, il ne va pas faire 1, 2, 3, 4, 5, il va faire 5, 2, 3, 4, je reviens, je repars, je suis déjà partie, je ne sais pas où. Et en fait, il voit déjà la fin du projet, en fait. Il voit déjà la route qu'il va utiliser. Simplement, quand vous expliquez ça, votre point de vue, et que les autres ne sont pas dans ce fonctionnement-là, on croit que vous êtes hors sujet. Donc on dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Exactement. Tu es encore à côté de la plaque, pourquoi tu nous parles de ça? Ça. Voilà, mais cette personne-là, elle raconte là où tu vas arriver, en fait. Mais tu n'y es pas encore. Et en fait, ça s'explique par effectivement cette pensée en arborescence, par cette... c'est pas qu'on a des neurones en plus, c'est pas ça, c'est les synapses qui vont plus vite, tout simplement. C'est ça, c'est le branchement qui est différent. C'est comme quelqu'un qui va être en ADSL et quelqu'un qui va être sur la fibre. C'est juste, mais le nombre de neurones est le même. C'est ça. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est ça l'enrichissement, c'est ça la valeur d'une équipe. C'est que, parce que si vous avez une équipe de clones, vous allez toujours prendre le même rail. Vous allez toujours prendre le même rail neuronal, toujours penser de la même façon, utiliser la même méthode, arriver au même résultat. Et une entreprise qui fonctionne comme ça flotte, quoi. Ça flotte. C'est ça la richesse. Mais même sans parler de HP, je veux dire, dans une équipe, il faut des cultures différentes. Il faut des âges différents parce que tout le monde est complémentaire. Eh ben, il faut pas que des HP. C'est parce que le problème serait le même, en fait. Parce qu'on verrait qu'un fonctionnement d'une certaine façon. C'est la mixité qui fait la richesse, en fait, de l'équipe. Qui permet la richesse, exactement. Dis-nous, Elena. Oui, il y a la vitesse aussi, mais j'ai plutôt l'impression que les profils cognitifs atypiques ont plutôt une vision systémique aussi de la chose et que c'est
ça qui les divise. Enfin, moi, j'ai vécu dans le monde d'entreprise en tant qu'ingénieur chef de projet et j'avais vraiment une vision systémique du global et j'avais l'impression C'est que ça, mes le collègues global plutôt que... étaient dans certains domaines. Donc moi, je passais pour une hurluberlue. Au fait, il y avait déjà deux clans, une scission entre blanc et noir. Puis moi, j'arrivais jaune, bleu, rouge, vert. Et du coup, ça mettait des fois contre moi parce que j'avais cette vision un peu systémique que je savais pas comment expliquer. Et puis je leur disais, mais juste, on va droit dans le mur. Et ça, j'étais un peu la sorcière, mauvais augure. Enfin voilà, l'oiseau noir. Et ça, Elena, tu as raison. Et en fait, qu'est-ce que ça génère derrière? Quelque chose qui est assez courant chez le HP aussi, c'est l'ennui. De l'incompréhension et puis la frustration. La frustration. Aussi. Voilà, on sait qu'on perçoit les choses, mais on n'arrive pas à l'expliquer à l'autre. Et c'est aussi pour ça qu'on passe d'une chose à l'autre et que les HP, tu vas leur demander ce qu'ils ont fait sur un CV. Ils vont être obligés d'être sélectifs. S'ils veulent aller sur ce travail-là aujourd'hui, ils vont dire que ça et ça. Parce que sinon, on leur demande, enfin moi ça m'est déjà arrivé, qu'on me demande, mais t'as combien de vies, quoi? Tu as fait combien de vies? Voilà, ou comment tu arrives à faire tout ça? Arrête de psychoter, quoi. Voilà, tu affabules, là, tu racontes n'importe quoi. Alors que c'est ta réalité et que non, tu l'as réellement fait, tu as vraiment fait ça. Et voilà. Et donc, en fait, c'est cette manière de passer d'une à l'autre. Et quand quand on sature et que on a l'impression d'avoir fait le tour de la question, on passe à autre chose. C'est aussi, allez hop, hop, on n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre. Pas de demi-mesure et puis l'intégrité surtout. Enfin, moi, je sais que je suis parfois brute de décoffrage. En fait. C'est une franchise, mais qui fait limite peur. Et ça que t'es diplomatie, des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les autres parce que quand ça me fait chier, je mets pas les formes, tout simplement. Et en même temps, c'est assez dichotomique parce qu'en fait, le surdoué a une empathie très développée. Donc, l'empathie, c'est comprendre les émotions des autres. Pas forcément être d'accord avec ça, mais du moins les ressentir et les comprendre. D'accord? On n'est pas dans la compassion, forcément. Mais du coup, si on est si empathique, moi, je me pose cette question, comment se fait-il qu'on soit si franc et direct? Parce qu'on devrait ménager notre schéma de communication, etc. Et je n'ai pas encore la réponse à ça. Ouais, moi je me dis, mais au fait, qui a raison, sincèrement? Moi je préfère une personne qui soit franche, quitte à me blesser. Après, voilà, il y a un côté chez moi, effectivement, où je vais être très impulsive, mais pas du tout rancunière. Bon, après, j'ai compris aussi que tout le monde n'était pas comme ça. Au début, on pense que tout le monde est pareil que nous. Mais voilà, moi, je préfère quelqu'un qui va être franc, qui va me dire les choses, peut-être quitte à me les dire avec beaucoup de maladresse, ou après, voilà, on s'explique, je vois que l'intention n'était pas mauvaise derrière. Quelqu'un qui va essayer de me faire capter par des détours où je vais au final pas comprendre ce qu'il dit tellement qu'il m'éclate. C'est ça. C'est ça. Du coup, Bethany, ça se passe comment en entreprise et à quoi, enfin, toi, tu es spécialisée en fait en coaching d'entreprise, c'est ça? Et oui. donc comment tu travailles toi en entreprise? Comment tu présentes la chose et comment tu intègres les HPI dans ce coaching? Alors, bon, là, l'entreprise est jeune, donc c'est en cours tout ça de réalisation. La différence que je vais faire, en fait, c'est que je vais travailler l'émotionnel avec ces personnes-là, plus qu'avec quelqu'un d'autre. Donc, beaucoup plus. Parce que Dieu sait que même avec un normopensant, il faut quand même travailler aussi cet émotionnel. Donc, je vais l'aborder comme ça. D'accord. Après, justement, moi, je suis dans cette spécialisation de la communication interpersonnelle. Et donc, dans un groupe, potentiellement, il peut y en avoir. Peut-être une personne qui ignore elle-même qu'elle est, en fait. Okay, comme nous, on était avant sans le savoir non plus. Et du coup, je pense... Alors, j'arrive à les repérer. Parfois, je doute. Voilà, il y en a, c'est sûr que non. Donc, en fait, je vais les intégrer justement dans le groupe. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce métier. C'est pour que tout le monde arrive à se parler, utilise le bon canal de communication, améliore ce relationnel.
Parce que je suis sûre qu'il faut peu de choses finalement pour qu'on arrive tous à comprendre son propre fonctionnement. Comme disait Elena, elle peut se laisser agacer en tout cas par ou préférer une discussion franche, voilà, mais on sait que quand on est dans le développement personnel, l'autre ne fonctionne pas comme nous. Et il a le droit de ne pas fonctionner comme nous. Et avoir une préférence pour la franchise, moi aussi j'y suis, mais avoir une préférence pour la franchise, peut-être que l'autre n'a pas cette préférence. Donc en fait, quand on est HP, c'est vrai que c'est difficile de communiquer avec les autres, sauf quand on grandit, qu'on se développe personnellement. Je n'ai plus du tout, moi, la même façon d'aborder l'autre, de voir l'autre, de comprendre l'autre qu'avant, en fait. Et moi aussi, j'étais dans... Mais non, mais il vaut mieux se dire les choses, voilà, etc. Ouais, mais il y a tout un art. La communication, c'est tout un art, en fait. C'est tout Dans un un art, groupe, exactement. un coaching, voilà, un coaching collectif, je vais tout observer. Le vocabulaire employé, le langage du corps, la façon d'être, le comportement, celui qui est réservé, celui qui ne l'est pas. Mais c'est OK pour moi. Tout le monde a le droit d'être comme il est. D'accord. Après, c'est comment les aider en fait à faire plus de cohésion d'équipe pour pas que le surdoué se retrouve souvent seul finalement. C'est ça. Est-ce que tu expliques le fonctionnement de chacun, c'est-à-dire du normopensant, du HPI ou du HP, on va dire HP, hein, puisqu'on a parlé d'émotionnel aussi. Est-ce que tu expliques à chacun le fonctionnement de l'autre? Est-ce que tu expliques celui qui est introverti, pourquoi l'autre extraverti fonctionne comme ça? Est-ce que tu fais ce genre de choses? Ça fait partie d'un de mes programmes, oui, sur ce sujet-là. Tout dépend ce que demande le client, mais si c'est complètement orienté communication, oui, parce que il va y avoir ça pour justement cette différenciation HP ou non HP. Après, il y a d'autres choses. Moi, j'ai été certifiée Process comme modèle, donc on connaît les 6 types de personnalités. Qu'ils soient HP ou pas, mais je veux dire, il y a différents types de personnalités. Rentrer dans l'univers de l'autre. C'est dans ça que je voulais Oui, voilà, rentrer dans l'univers de l'autre, c'est extrêmement important parce que, encore une fois, c'est en entreprise, ça peut donner, voilà, si vous avez une équipe, plusieurs personnes, c'est dire non, mais attends, l'autre, t'as vu là, il bouge pas, quoi. Moi, je suis super dynamique et tout, l'autre, il met 1 heure à réfléchir, c'est OK, quoi. Il n'est pas comme toi, et alors? Comme dit Lise Bourbeau dans son livre, quand tu critiques quelqu'un, c'est comme si tu lui demandais d'être Dieu, en fait. Mais l'autre n'est pas Dieu et toi, t'es qui pour se permettre de lui demander d'être Dieu, quoi. Donc, à un moment, il faut être vraiment dans cette acceptation de l'autre, poser les règles et dire, voilà, moi, je fonctionne comme ça et toi, tu fonctionnes comment, pour pouvoir échanger. Mais justement, on est dans un monde d'handicapés, pour citer Jacques Salomé, d'handicapés de la communication. Moi, j'ai vécu ce qu'a vécu Jacques Salomé, plus tard que lui, mais quand il dit à 40 ans, il s'est retrouvé, il a réalisé en fait qu'il était handicapé de la communication. Mais OK, mais nous vivons dans un monde handicapé de la communication. Alors, comment pas être handicapé quand tout le monde l'est? Et moi, ce que je veux, à mon niveau, c'est mettre cette pierre à l'édifice, ouvrir le cercle vertueux de la communication, parce que c'est le besoin fondamental de l'homme aujourd'hui, et quelle que soit sa culture, quel que soit son âge, etc., c'est le besoin le plus important d'après les études. Donc, on a un gros besoin par rapport à ça, et savoir écouter, commencer par ça déjà. Donc oui, pour répondre à ta question, Karine, ça fait partie d'un de mes programmes. Mais au fond, ça fait partie de tous mes programmes. Après, que vous abordiez un programme c'est important. Spécialisé spécialisé gestion du temps, spécialisé performance, spécialisé je ne sais pas quoi, le background de tous mes coachings est basé là-dessus, oui, bien sûr. Très bien, mais écoutez, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. On a encore on aurait encore beaucoup de choses à dire. On pourrait rester encore extrêmement longtemps. Est-ce que vous voulez aussi? Pardon? Généralement, les HPI qui plaît aussi. Oui, beaucoup. Mais on s'était donné 1 heure, on a déjà un petit peu dépassé. Donc, je voudrais avoir un petit peu vos conclusions. Je commence par toi, Elena.
Moi, j'ai trouvé ça chouette d'échanger sur le sujet. Je trouve que les échanges ont vraiment été intéressants. C'était top. Donc, vraiment, merci Karine. Merci Bethany. Merci à toi. Bethany, tu sur le sujet. Ouais, alors moi, je te remercie beaucoup de nous avoir donné la parole parce que c'est un magnifique sujet et c'est merveilleux d'être HP. Il faut quand même le dire. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai envie de terminer sur quelqu'un qui est très connu dans le milieu des HP, qui est Baudelaire. Et pour le citer, ne laissez pas en fait vos ailes de géant vous empêcher de marcher. Voilà le message que je voudrais donner aujourd'hui. Merci, c'est très joli. Merci beaucoup. Andrea? Donc, je suis très reconnaissant d'être ici avec vous aujourd'hui. Il a été vraiment très, très intéressant de vous écouter. Et donc, ça m'a donné je ne sais pas si on peut dire ça en français, des pistes comme des nourritures pour mon cerveau. Des choses à quoi penser et peut-être des autres choses à apprendre pour ce qui me concerne. Donc, merci. D'accord. Merci à toi. Et bien, écoutez, autour de la table est maintenant terminé. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents et d'avoir répondu à mes questions. Et voilà, les HPI au potentiel intellectuel ou tous les noms qu'on peut leur donner, c'est une problématique en fait qui nous concerne tous, hein, comme on a pu le voir. On peut avoir des enfants, des adultes dans notre entourage qui le sont. Et pour que ces personnes-là ne se sentent pas rejetées et pour que les enfants grandissent sans frustration, on est bien d'accord qu'il faut faire attention à ces personnes-là et que ces personnes-là fassent attention à vous aussi. Donc, c'est juste une communication, comme disait Bethany tout à l'heure, à prendre en compte et à essayer de faire pour développer cette entente et ce bien-être pour tous. Donc, merci beaucoup, Elena, Bethany et Andrea. Tous les liens, donc, je vous les mettrai en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de la liker d'ailleurs. De vous abonner à nos chaînes et voilà, vous serez avertis de la prochaine, en vous abonnant, vous serez avertis de la prochaine émission. Je vous embrasse et à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir répondu à mon appel. Merci. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Merci.